depuis 2015 également. Et donc, le lien, vous me direz, entre Kraken et Octopus Energy, il est assez simple. En fait, donc Kraken, notre filiale tech, est née du projet d'Octopus Energy, du groupe, d'accompagner la transition écologique, notamment par le biais de la transition énergétique, notamment en ayant 3 grands axes. Un axe plutôt retail, effectivement, sur de la fourniture et de la production du coup d'énergie verte et renouvelable. Un axe plutôt orienté service, notamment service pour l'habitat, et un axe aussi autour de la flexibilité. Effectivement, comment renverser un peu le modèle historique de l'énergie, où effectivement on avait beaucoup de production qui s'adaptait à la consommation. Quand on fait du renouvelable, je vous apprends rien, l'humain ne maîtrise pas encore ni le soleil ni le vent, donc il faut s'adapter. Et donc effectivement, tous les enjeux de nouveaux moyens de consommation, de flexibilité. Et donc en fait, Kraken, c'est un logiciel qui permet aujourd'hui, notamment, de s'adapter à cette vision et aussi de proposer, justement des services, dédiés. Donc il y a en fait un Kraken pour chaque pilier. Il y a, Kraken Retail effectivement pour la partie, fourniture et production, notamment, auquel mes collègues ici, s'occupent, donc sur tous ces enjeux-là. Un Kraken du coup Field pour la partie service, notamment service à l'habitat. Donc pour donner une petite idée rapidement, hein, chez nous les services, ça peut inclure l'installation de panneaux solaires, de bornes de recharge, de pompes à chaleur, de compteurs communicants, d'aller jusqu'à la location de voitures électriques dans certains pays, donc c'est assez complet. Et puis également, on a la partie flexibilité avec effectivement, comment aujourd'hui on adapte la consommation à la production, comment aujourd'hui on accompagne les personnes, nos clients, vers des enjeux de sobriété et de nouveaux moyens de consommation. Donc aujourd'hui, Kraken, c'est un outil, qui est assez performant, qui est assez, répandu aussi, puisque maintenant ça ne sert plus seulement à Octopus Energy, mais ça sert également à pas mal d'autres personnes dans le monde, puisqu'on le vend en marque blanche à des clients, par exemple au Royaume-Uni tels que EDF UK, Ion Energy, Origin. On a des clients, au Japon avec Tokyo Gas, en Australie avec Queensland Energy. Donc notamment, ça nous permet d'être, 1er au Royaume-Uni, par exemple. Donc voilà, ça vous montre un peu la croissance, qu'on a eue. Et puis également, pour vous donner une petite idée, c'est près de 54 millions de licences aujourd'hui qui sont gérées à travers l'outil, 38 gigawattheures de puissance contractée, et c'est également le 3e ERP, le plus en croissance dans le monde. Donc voilà, pas mal de perspectives, pleine croissance. D'ailleurs, s'il y a des personnes ici qui sont intéressées, sachez qu'on recrute. Voilà, je passe mon petit message. Voilà, on a pas mal de postes ouverts, que ce soit sur des postes tech ou sur des postes produits, pour accompagner notamment le développement de Kraken. Et après, dans tout le détail technique, je vais laisser mes collègues en dire beaucoup plus que moi. Voilà. Merci. Du coup, la première présentation, ce sera faite par Paul, qui est ici, et je vais le laisser doucement se présenter pour nous parler des Django Channel. Alors pourquoi on ne voit pas mon écran? Tu vas super, je pense, présenter ici. Ah non, ça se donne raison. Bonsoir, comment allez-vous? Super. Donc, ce soir, je suis là pour vous présenter Django Channel. Et absolument pas pourquoi ça a avancé. Hop là. Django Channel, et j'avais entendu au dernier meet-up que pas mal de gens se posaient un petit peu la question, c'est quoi les usages, comment ça marche, etc., etc. Donc, l'idée, c'était de clarifier un petit peu tout ça. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, Paul Guichon, je suis cofondateur de Biru, qui est une toute petite ESN coopérative entre, on est 5 à faire du Django et de l'Angular. Donc, notre petit site internet et notre super logo. Donc, Django Channel. Moi, ce que j'aime bien quand je regarde une nouvelle technologie, c'est de savoir c'est composé de quoi, avant même de lire la doc. Souvent, ça nous donne un petit peu d'indication.
Donc, au tout début, il faut un serveur ASGI. Ça, c'est une nouveauté par rapport à du Django classique. Il faut bien sûr la librairie Django Channel, un Redis qui est optionnel, et puis un reverse proxy, ça c'est classique. Alors du coup, le serveur ASGI, puisque Django Channel va tourner tout autour de ça, qu'est-ce que c'est que la SGI? La SGI, c'est le protocole qui permet de gérer la partie asynchrone d'une application Python en particulier. Il va recevoir, donc le serveur d'application va être responsable de générer 3 objets, un scope, et va recevoir 2 callbacks, la partie qui va recevoir le message de la partie cliente, et une callback qui va se charger de renvoyer le message vers le client. Et ça va permettre d'établir une connexion bidirectionnelle entre le serveur et un client X, et ça ne supporte pas que les WebSockets, ça supporte pas mal de trucs. Donc Django Channel, c'est quelque chose qui permet de... Donc ça c'est des extraits de la doc que j'ai mis là. Donc ça permet de faire facilement, parce que la SGI, c'est pas facilement utilisable tel quel, ça permet de faire assez facilement des WebSockets, du MQTT, et quelques petits exemples comme des chatbots, etc. Bref, tout ce qu'on peut faire avec une socket, ou particulièrement des WebSockets, puisque c'est ce qui nous intéresse. Mais comment ça marche? Donc, Django Channel va fournir 3 principaux éléments, un élément de routing, des consumers et les channel layers. On va commencer par le routing. Donc le routing, ça va se présenter comme ceci. Et en fait, malgré le fait que ça ressemble à du routing de Django, c'est absolument pas du routing de Django. Pourquoi? Puisque, en fait, on va avoir une première partie, excusez-moi, ici, qui va permettre de mixer une application classique et une partie Django Channel. Ça évite d'avoir à démarrer plusieurs serveurs. Puis, on va avoir une partie où on va indiquer un type de connexion et un système de routage. Pourquoi je dis c'est différent? Parce qu'en fait, ce système de routage va s'exécuter exclusivement au niveau de la connexion de la WebSocket. Donc, le client va établir sa demande de connexion, va se connecter sur un des paths, et là, il va être rattaché à une instance qui va tourner pour lui répondre. Et s'il veut changer d'URL, il faut établir une nouvelle connexion, une nouvelle WebSocket. Ce qui veut dire que dans votre appli, si vous avez 10 entrées, vous devez avoir 10 WebSockets qui est ouvertes en même temps. Or, dans une SPA, donc une application web, on est très limité par le nombre de WebSockets que l'on peut faire. Donc, on va plus utiliser ça pour pouvoir séparer des parties d'application très différentes. Mais au final, on va voir un tout petit peu plus tard que c'est très limité au niveau du routing. Donc, tout le cœur de Django Channel, ça va être les consommateurs. Donc, qu'est-ce que c'est que les consommateurs? C'est très simple. C'est quelque chose une classe qui va hériter soit de 5 consommateurs pour faire une connexion synchrone, enfin, un traitement synchrone à l'intérieur, ou A5 consommateurs qui va être une version A5. Et à l'intérieur, on va définir des méthodes qui vont correspondre à ce mot-clé. Donc ici, j'ai défini le protocole, je l'ai appelé WebSocket. Donc ici, je vais avoir WebSocket _ et là, je vais implémenter mes différentes méthodes. Donc, il va y avoir pour la partie connexion, donc connect. Donc chaque fois que le client va se connecter, va initier sa connexion persistante, cette méthode va être appelée. Et la partie receive, ici, qui va être responsable du traitement quand le client va envoyer des informations. Donc, il va envoyer un event ici. Et dans tous les cas, on va avoir une méthode pour pouvoir communiquer avec le client qui va être la méthode send. Alors, à savoir qu'ici, j'ai fait exprès de mettre 2 types, puisque quand on va se connecter sur chat, la totalité des clients vont tous tourner sur la même instance de la même partie, le même namespace. Donc ici, lorsqu'un client qui était sur chat va venir
il va envoyer une demande, et si le serveur va répondre, il va répondre à la totalité, il va broadcaster à la totalité des clients. Et ici, c'est un peu la même chose, hormis que comme on a rendu le truc paramétrable, chaque connexion, quelque chose, si j'envoie admin, si j'envoie Toto, un canal va se créer, mais toutes les personnes inscrites, enfin tous les clients qui vont être inscrits à ce canal vont recevoir l'information. Et en fait, c'est tout. C'est-à-dire, hormis ces outils, donc ça permet de décomplexifier un peu la SGI, en fait, Django Channel, ça ne fournit pas grand-chose. Et ça permet même pas forcément, tel quel, de faire énormément de choses, puisque ici, comme je vous ai parlé d'instances, on va pas, enfin de processus, on ne peut pas communiquer entre les processus, on ne va pas pouvoir, si on a deux instances de Django Channel qui démarrent, pouvoir les faire communiquer ensemble. Et c'est pour ça que c'est assez compliqué d'écrire quelque chose de complexe à l'intérieur de Django Channel. Et du coup, Django Channel sans les channel layers, ça n'est pas très, très, très efficace. Par contre, pour ça, il faut un Redis, absolument. Puis là, l'application, elle devient distribuée, elle devient scalable horizontalement. Et puis, on peut communiquer du coup avec Django Channel hors des WebSockets en passant par Redis. Donc, si je vais résumer, on va voir tout de suite, le client va se connecter au serveur avec une WebSocket, mais en arrière-plan, des processus vont pouvoir communiquer avec la socket via du Redis. Et donc, ça va commencer à se transformer comme ceci. Donc, la WebSocket Consumer, c'est uniquement un 5 Consumer, donc il y a la même version en A5 qui va permettre d'éviter d'avoir à écrire le mot-clé WebSocket. Et puis ici, au niveau de la connexion, donc je vais reprendre mon petit côté avec le username. Non, là, c'était le chat public. On va dire au channel layer d'enregistrer la room ou le canal chat, qui va être commun à la totalité des instances qui ont démarré. Et puis ici, pour savoir ça correspond auquel, il y a une propriété dynamique unique qui va être le channel name, qui est défini par le code. Et ça va me permettre d'enregistrer ce channel dans un groupe dans Redis. La petite partie de déconnexion, rien de bien compliqué. Et puis ici, c'est la partie un petit peu nouvelle. Quand on va recevoir un message, on va pouvoir utiliser ce bout de code. Et ce bout de code, alors ici, on est dans une WebSocket qui n'est pas asynchrone. Donc du coup, je suis obligé d'utiliser de la 5 to 5. Django Channel recommande cette approche pour des raisons de simplicité au niveau de la database, etc. Puis si on a besoin de faire de la 5, il faut lire la doc, il faut mettre un petit peu plus la main à la pâte. Mais du coup, ce petit bout de code, ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est du Python très classique. On n'a absolument rien appelé de bien particulier. En fait, ça veut dire qu'on peut l'appeler complètement en dehors avec n'importe quelle application qui va définir une variable dans une petite variable. Et puis ici, la petite différence, c'est qu'ici, il y a ce fameux type. Donc avant, on était un petit peu limité. Et en fait, en envoyant le type, en fait, ici, je vais lui dire d'exécuter cette fonction. Et donc, je vais pouvoir appeler je vais pouvoir sélectionner des réponses, enfin des bouts de code d'exécution à distance. Donc, la syntaxe, c'est chaque underscore va être remplacé par un point. Donc là, moi, j'ai préparé une petite démo, et puis ça matche bien, par exemple, avec Celery. Est-ce que tout le monde connaît Celery? Donc, rien de particulier. Ce qui tombe bien, c'est que Celery fonctionne bien avec Redis, et on aura un Redis en place. Donc, un petit exemple de tâche toute bête. Donc, ici, je vais avoir ma tâche Celery, toute simple, et puis mon fameux bout de code qui va permettre à Celery d'expédier un message à mon Django Channel. Et ici, excusez-moi, ici, c'est un petit exemple de Django Ninja où j'appelle ma tâche. Donc, en fait, on va pouvoir voir qu'assez facilement, on va pouvoir faire au niveau de la SPA, j'appelle une API quelconque, en mode HTTP, tout ce qui est plus classique.
Elle va pouvoir déléguer le traitement qui peut être plus ou moins long ou autre chose à un serveur. Là, j'ai pris Celery, mais ça pourrait être n'importe quoi. Ou communiquer directement avec Django Channel. Et Django Channel va pouvoir faire le retour au client. Et du coup, j'ai une petite démo. Hop. Donc, j'ai codé une petite appli qui se trouve absolument pas là. OK, ma présentation. Ouais. Donc là, c'est une petite application Angular. Donc, je me connecte. Et ici, je vais pouvoir déclencher des générations de PDF. Donc, par exemple, ça, c'était un des cas d'usage. Donc, on va avoir le retour de traitement du côté serveur. Et là, on voit bien les différents côtés asynchrones et la reprise d'activité au niveau de mon client, où je peux générer mes PDF. Hop là. Donc, jusque-là, ça, c'est un des cas d'usage, c'est-à-dire, en fait, on est dans quelque chose de pas très compliqué, puisque ce qu'on vient de voir avant, j'ai oublié de le dire, bah, c'est qu'au niveau de la sécurité, bah, en fait, on broadcast absolument à tous les clients. Ça veut dire que, bon, si on a des infos sensibles, bon, déjà, les infos sensibles, c'est sensible, il faut mettre la main à la pâte pour éviter que ça se diffuse. Bah, là, c'est quand même assez facile de faire une petite erreur. Donc, c'est encore plus complexe. Donc, les cas d'usage extrêmement simples, on va voir au niveau du code après, bah, c'est typiquement ce genre de petits trucs. Les notifications. Dans une SPA, je suis en train d'éditer une fiche, de notifier les autres clients qui vont être, enfin les autres utilisateurs qui sont sur un formulaire, bah, je suis en train aussi d'éditer le formulaire. Ce genre de choses. Donc, au niveau de mon code, donc je vais passer sur la petite partie de Django Ninja. Donc, chaque fois que je vais cliquer sur le petit pouce, le petit plus, je vais appeler cette fonction qui va me générer un petit objet en DB. Et puis, pourquoi on zoome là-dessus? Attends, plus ça marche pas. À la technologie. C'est mieux. Donc, au-delà, ça va être cette petite fonction. Donc là, quand je me connecte, bon, rien de bien compliqué, je vais créer un petit objet avec mon utilisateur, je transmets l'ID et puis mon username à l'intérieur de ma tâche Celery. Ma tâche Celery, finalement, c'est elle qui va faire la tâche la plus complexe. Donc, je vais récupérer mes petites informations. Ici, j'ai complètement trié. Donc, une petite tâche dedans. Donc, voilà. La première partie qui est intéressante, c'est celle-ci. Donc, c'est comme ça qu'on va choper la connexion au Redis. Et rien de plus. Donc, ça s'appelle avec un script Python, ça s'appelle avec n'importe quoi. Tant qu'on a défini une variable d'environnement qui va contenir, je ne sais plus où je l'ai mis. Voilà. Donc, il va falloir définir un petit dictionnaire qui va être découvrable par la fonction, quelque part, qui va indiquer le backend, etc. Les infos de connexion, mais rien de bien sorcier. Donc ici, on vient de récupérer sa connexion au Redis. Et ici, bon, j'ai fait un petit slip, j'ai pas fait un vrai PDF qui prenait 3 plombes. Et puis bah, ici, on va pouvoir facilement appeler, d'envoyer à tous les groupes. Ici, mon canal, c'est l'username, et avec un contenu X à l'intérieur. Et ici, j'ai bien mon type qui va me permettre de sélectionner la fonction de traitement sur le retour. Et au niveau de mon customer, se trouve ici. Et bien finalement, on est dans un cas ultra simple, pas beaucoup de code.
Donc ici, mes fonctions habituelles, donc rien. La fonction standard pour enregistrer, comme là je l'ai fait par username, j'ai même pas mis l'authentification aux côtés des WebSockets, c'est pas bien. Et au niveau de, donc j'ai créé mon canal avec mon username, je l'ai enregistré. Et ici, tout simplement, je vais transmettre à tous mes clients qui sont enregistrés sur ce canal le message sérialisé, il faut que ce soit du texte, et qui va être transmis à mon client. Et au niveau du routing, une petite routine bête et non, c'est pas ça. Voilà. Donc ici, la partie HTTP classique pour permettre de saisir de. Donc la partie classique HTTP, ce qui va me permettre de démarrer avec le même serveur aussi bien la partie WSGI, enfin en tout cas la partie HTTP classique, et la partie WebSocket, ici. Donc pas beaucoup d'efforts pour pouvoir avoir un résultat assez satisfaisant au niveau de l'utilisateur. Encore une fois, il n'y a pas de données sensibles. Merci. Vous pouvez télécharger le projet plus la super présentation à cette URL. Et y a-t-il des questions? Tu as parlé de reverse proxy. Comment ça se configure après en production derrière le reverse proxy? Alors oui, je n'ai pas monté au niveau de l'infra, parce que du coup, c'est assez facile. Enfin, c'est pas très complexe. Donc là, on est sur un Docker Compose. Alors derrière, moi, j'utilise Kadi comme petit reverse proxy tout bête. Donc ça, c'est la partie dev. Une image pour Celery, mon image Redis, une base de données, mon petit serveur Python et des petites tâches diverses et variées. Donc, au niveau de mon Kadi file, donc ça me permet d'avoir du TLS local, c'est pour ça qu'on a du HTTPS. Et ici, je fais du reverse proxy. Ouais. Alors, je sais pas, qui connaît Kadi? Bon. Donc, Kadi est un reverse proxy, enfin un serveur HTTP de type NGINX ou Apache, qui est assez simple à configurer. Qui connaît Traefik? Bon, c'est un peu un équivalent de Traefik. Et donc, c'est assez simple. Et voilà, juste en faisant ça, on a cette petite partie-là. On va avoir le reverse proxy qui setup correctement les headers pour faire de l'HTTP. Donc, si on appelle Redis, forcément, quand on va démarrer, donc là, quand j'ai mon Docker Compose, donc là, je ne sais pas si j'ai mis la commande. Donc, admettons ici qu'on utilise Daphné et qu'on va lancer les Daphné, il est obligé d'utiliser Daphné avec un seul processus. Parce que sinon, le client, quand il va arriver et s'il reset sa co, il va être redirigé sur un autre processus. Et comme il ne s'est absolument pas distribué, tout est paumé. Donc, mais à partir du moment où on a décidé d'utiliser Redis, en fait, le load balancing, donc là, c'était un caddie tout bête pour le reverse proxy. Moi, j'en mets toujours un pour gérer justement la partie SSL, etc. On peut rajouter devant un load balancer, fait démarrer autant d'instances qu'on a envie de la partie reverse proxy, puis des instances Daphné ou Unicorn avec je ne sais plus quel config qui marche bien. Et bref, tout ça, et scale. Et puis le Redis, l'avantage du Redis, c'est que c'est lui-même est scalable, donc il faut aussi le pop suivant les configurations. Et puis voilà. Est-ce que ça a répondu à ta question? Alors, les deux sont ready pour la prod. Daphné, c'est très simple d'usage. Donc, ça démarre, ça marche. Théoriquement, c'est moins performant. Tout dépend des problèmes de perf. Pour ce type d'usage, il faut quand même beaucoup de PDF et de petits pings envoyés avant qu'il va y avoir un problème.
Souvent avec Unicorn, les gens rajoutent la partie ASGI derrière. Ça permet de faire des configurations plus complexes. Et généralement, le sysadmin ou les responsables d'infra ou les DevOps qui vont choisir en fonction de l'appui du bouton quelle est la bonne technologie ou ce qu'ils savent faire. D'autres questions? Merci beaucoup pour la présentation. Qu'est-ce qui trigger la tâche Celery du coup, pardon? Je ne suis pas ultra familier avec les WebSockets. Si tu pourrais... Alors là, c'est tout simple. Donc ici, c'est une API. Donc j'utilise Django Ninja, mais ça ressemble à du Fast API. Donc j'ai enregistré une URL où on poste. Et c'est cette partie. Okay. Donc c'est le nom de sa fonction qui a été enregistré avec le app-task, .delay. Et puis voilà. Ok. Et du coup, en cas de déploiement de prod, parce que du coup, quand on déploie accéléré, on doit définir le nombre de workers, par exemple, typiquement. Ouais. Est-ce que là, du coup, c'est le même process pour quand alors on déploie? là, justement, ça va être pareil, puisque ici, j'ai fait exprès, j'ai mis, on peut le voir dans l'appli. Là, j'en ai lancé, je n'ai que 4 workers qui tournent, donc je n'ai que 4 tâches qui tournent en même temps. Les autres tâches sont mises en attente et elles vont s'exécuter. 10 secondes, c'était peut-être un peu long. Et elles vont s'exécuter. Et donc, ça va être aussi pareil. Alors, le Django Channel est par nature asynchrone. Et en fait, là, par exemple, je viens de faire que du code synchrone. Donc, à une durée très courte. Donc, dans tous les cas, Django Channel peut être aussi amené, enfin, les Daphné peut être amené à être saturé s'il y a des tâches bloquantes. C'est le moment où on essaye de passer sur de la 5, même si c'est un petit peu plus compliqué au niveau de la FDB, tout ça à gérer. Mais bon, au final, ça reste des workers, ça reste des choses, ça dépend de la puissance de calcul. Ouais. Merci pour la présentation. Merci d'abord pour la présentation. Tu parlais tout à l'heure des méthodes d'authentification pour les WebSockets. Est-ce que tu aurais quelques recommandations là-dessus? Alors, en fait, grosso modo, il n'y a pas 50 millions de solutions. Bon, je vais peut-être aller sur la doc. J'ai esquivé parce que c'est un sujet qui est simple. Donc, en clair, il va falloir mettre un middleware. Donc, le middleware. Donc, ici, hop, petit middleware. Donc, le middleware, je ne sais plus, voilà, hop. Donc, il y a des exemples, mais en fait, le principe, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça va être au niveau de la connexion. C'est-à-dire, par exemple, si on fait une authentification par JWT, théoriquement, on le met dans le header authorization, on met son BR, on va l'envoyer. La connexion s'est effectuée et il n'y a plus de nouvelles requêtes qui sont mises derrière. Donc, il y a pas mal de gens qui implémentent à l'intérieur une espèce de petit protocole. On est complètement libre du contenu où il va rajouter des trucs et des machins pour pouvoir authentifier un peu à sa sauce. Donc, on authentifie s'il y a besoin d'authentifier, mais il faut bien faire attention que le JWT classique qu'on met dans le leader, ça va juste marcher à ce niveau-là et après, c'est finito. Ouais, c'était ça la question. Okay. C'est pareil, les accès au header HTTP, etc., on va pouvoir y accéder exclusivement au moment de la connexion. Une question. J'ai vu que dans tes exemples, tu utilisais beaucoup async to sync. Est-ce qu'il y a tu disais que c'était la documentation qui recommandait de faire ça. Pourquoi pas utiliser des coroutines plutôt avec async await? Alors, on va venir un petit peu de cette partie. C'est-à-dire, là, comment faire pop, plein d'instances. Donc, ils ont leur propre petit système pour la base de données
Pourquoi? Parce qu'on va faire pop des instances avec des connexions persistantes et de différentes demandes. Donc à chaque fois, si on se connecte à la DB, il va falloir la connexion va rester persistante. Et au bout d'un moment, ça va faire casser un petit peu tout au niveau de la DB. Donc c'est pour ce genre de truc où il va falloir, parce que là, dans la réalité, j'ai fait 0 requête à la DB, j'ai tout passé au Celery, mais généralement, si justement on a un JWT, on va faire une petite requête, etc., pour aller récupérer son utilisateur, tester le password, etc. Enfin bref. Et en condition A5, il faut bien ne pas oublier cette partie-là qui rajoute. Il y a les scopes. Justement, sur les petites queries, il ne faut pas qu'on ait basculé d'une instance à l'autre entre le retour. Il peut y avoir des petits soucis de 5. Donc la doc, ce qu'elle dit, c'est que faites du 5 tant que vous n'avez pas besoin de faire de la 5. Voilà. Et comme justement, c'est un petit peu compliqué, le mieux, en fait, c'est que le programme, on l'externalise et on va appeler, ici, on peut très bien utiliser un client HTTP qui va aller requêter une API, qui va aller faire du travail plus complexe au niveau de la DB classique et qui va faire son retour via Redis et qui va déclencher le retour. En fait, Django Channel, c'est plus un pont entre un moteur classique et une WebSocket SPA ou autre dessus. Et évidemment, il y a un petit peu de latence. Donc, je prenais les cas, ça ne marche pas très bien pour les jeux vidéo ou la voix ou ce genre de choses. Là, dans l'exemple que tu donnes, c'est toi, on va dire, qui initie tout le processus. Mais pour avoir regardé quelques tutos avant, par exemple, pour faire des notifications live sur un événement, peu importe, dans l'app, est-ce que c'est le même principe? Genre... Tu vas te connecter. Donc là, en fait, quand mon client se recharge, il se connecte. Donc en fait, là, moi, j'initie mes téléchargements. Mais là, quand je recharge, c'est bien le serveur qui est en train de répondre. Donc, il faut bien qu'il y ait quelqu'un. Si c'était un chat, ce serait d'autres clients qui enverraient une pile de messages. Mais voilà, typiquement, souvent, on prend l'exemple tuto, c'est très extraordinaire. Il y a la gestion du chat, mais un chat, c'est compliqué. Il faut gérer les piles, il faut gérer la reprise. Est-ce qu'on a lu le message? Est-ce qu'on l'a lu entièrement? L'ordre, etc. Donc, c'est pour ça que dedans, ils mettent du MQTT. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu plus simple d'utiliser ça que d'utiliser sa petite solution maison. Donc là, si j'ai bien compris, quand tu recharges, ça se reconnecte à la WebSocket et tu récupères à nouveau tous les messages qui ont été envoyés sur le Layers channel. Exactement. Pas les messages que j'ai ratés. C'est-à-dire là, on y va très vite, et puis mon truc un petit peu simpliste fait un petit signal tous les 1 seconde. Donc pendant le rechargement local, on a l'impression que ça reprend, mais en fait, ce que je n'ai pas lu est perdu. D'accord, merci. Plus de questions, il en reste qu'une, ça sera la tienne. Du coup, justement, moi, mon problème, ce que je cherche, c'est un outil. Peut-être que tu sais s'il en existe, je n'ai pas encore cherché. Pour, en cas de coupure de la WebSocket, mobile, tu es sur mobile ou autre, si tu sais s'il existe quelque chose qui permet de stocker les messages pas encore envoyés pour qu'ils soient réenvoyés à la reconnexion. Le MQTT, c'est un protocole HTTP, mais par exemple, lui, il est fait pour. Donc, normalement, le serveur MQTT, donc on peut interfacer derrière un serveur MQTT du Django Channel. Et lui, il a tout son protocole où le client s'inscrit, fait la lecture, envoie le timestamp de lecture, etc., pour valider dans sa pile si c'est lu ou pas. Ok, mais t'as pas, il n'y a pas encore qui existe de couches plus abstraites qui viennent se greffer entre Django et MQTT pour ne pas avoir à se. Ok. Oh, il y a du Django MQ, il y a le client oui. MQTT. Okay. C'est juste un protocole là, ce stade. Ouais. Merci. Du coup, si jamais il y a d'autres questions, vous pourrez voir Paul après. Merci. Bon.
Du coup, la prochaine présentation, c'est Rémi et Pascal qui nous viennent de Silver, qui vont nous présenter comment optimiser l'état, et je me rappelle plus, du titre complet. C'était beaucoup plus long. Optimiser le cycle de vie des domaines métiers avec Django FSM. En attendant qu'ils synchronisent leur PC, est-ce que vous connaissez Django FSM? Genre à main levée, il y a quelqu'un qui connaît? Ah, quand même. Cool, pas beaucoup. Et il y en a qui ont déjà utilisé les Django Channel? Bonjour à toutes et à tous. Du coup, aujourd'hui, on va vous parler des machines à état fini et comment vous pouvez utiliser Django pour les implémenter. Et je vais passer la parole à Pascal qui perd petit à petit sa voix pour vous présenter un peu Silver. Bonjour à tous, moi c'est Pascal. Je vais essayer de tenir jusqu'à la fin du talk, mais je peux rien promettre. Du coup, on travaille tous les deux pour Silver. C'est une compagnie qui est une fintech. Grosso modo, on prête de l'argent à des compagnies, donc uniquement en B2B. Donc aujourd'hui, on est venu vous parler vous présenter ce qu'est une state machine. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous en utilisez peut-être déjà. On en utilise tous les jours. N'importe quel objet ou chose qui a un état et dont on peut changer l'état, un interrupteur, un achat, quand on emprunte un livre, en fait, on change l'état des choses. Et passer d'un état à un autre, c'est ce qu'on définit par une transition. Et comment ça se traduit dans vos applications Django? Potentiellement, ça se traduit par ce genre de code. Où vous avez un objet, un modèle, vous venez éditer son statut et le sauvegarder à nouveau et potentiellement lancer des side effects ou des actions. Donc je pense que vous avez déjà vu ce genre de pattern. Si vous êtes chanceux, vous avez un take choice pour tout centraliser. Donc au début c'est assez simple, ça part. On a peu d'états, c'est assez clair, c'est assez linéaire, mais rapidement, ça ressemble à ça. Donc là, j'ai été gentil, je vous ai fourni un graphique. Maintenir ce genre de graphique à la main, c'est l'enfer. Donc voilà, comment en quelques mois, on se retrouve avec 12 états et 31 transitions entre les états. Donc effectivement, ça va très très vite. Et les problématiques que ça pose, c'est très rapidement, on n'est plus capable de lister les transitions. Donc, quels états sont autorisés, de quel état on peut passer à quel autre état. Ça devient compliqué de les représenter. Donc, maintenir les schémas à la main, c'est assez horrible. Et les gens du métier aiment beaucoup les schémas. Ensuite, est-ce que vous pouvez vérifier la cohérence sur l'ensemble de votre application? C'est-à-dire vérifier, est-ce que j'ai vraiment le droit de passer de cet état à cet autre état? Est-ce que vous êtes assez serein pour rajouter des nouveaux états au milieu de votre application et de votre flow métier? Et êtes-vous sûr que ça va très vite d'avoir la même transition à plusieurs endroits de l'application? Et êtes-vous sûr que tous les endroits implémentent les mêmes vérifications, les mêmes effets side effects? Et c'est là qu'intervient la state machine. Donc, la state machine,
Elle permet souvent directement au niveau du modèle. On peut le déporter dans une autre classe si on veut. Moi, j'aime bien l'avoir au niveau du modèle, sauf quand ça devient vraiment trop gros ou que j'ai besoin de la partager sur plusieurs modèles. Donc, la liste exhaustive des états et surtout des transitions. Les états, on peut les avoir en partageant un choice field, mais les transitions, rapidement, on ne peut pas les avoir. Vérifier toutes les transitions possibles depuis un état. Donc, savoir, j'ai un objet dans cet état, je peux le passer dans quel état. Définir les side effects une seule fois pour tout le monde. Et tout ça directement d'une instance de modèle. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, ça ressemble à ça. Donc, on retrouve le text choice de tout à l'heure avec la liste exhaustive de tous les états possibles que peut prendre ici notre article de blog. On définit un champ state qui en fait est un char field un peu protégé, dans le sens où si on essaye de modifier le field à la main, il va nous dire attention, vous n'avez pas utilisé une transition. Et puis, on a des transitions, donc avec un décorateur qui définit la source, donc l'état de départ ou les états, et l'état dans lequel se retrouvera le modèle après l'exécution de la transition. Et donc, au sein de cette transition, on se retrouve à mettre nos effets de bord. Donc, tout à l'heure, on envoyait une notification à l'auteur, on mettait à jour le flux RSS, et là, on a rajouté le fait de mettre à jour la date de publication aussi. Et après, à l'usage, ça se fait, au lieu de tout à l'heure d'avoir tout le code de ce qui se passe dans la transition au niveau de notre vue, ben là, on a juste à exécuter la transition. Par contre, il faut faire bien attention à ne pas oublier d'appeler save, parce que contrairement à d'autres librairies qui font le save de manière implicite, là, c'est pas le cas, parce qu'on part du principe qu'il peut y avoir plusieurs transitions, enfin qu'on peut vouloir sauvegarder d'autres modifications en même temps. Donc, on se fait facilement prendre. N'oubliez pas le save. Et donc, si on reprend le slide d'avant, on se retrouve à avoir la liste exhaustive de nos states, la liste des transitions possibles, parce qu'en lisant le code de notre modèle, il y a juste à regarder ceux qui commencent par le décorateur de transition, et les side effects qui sont définis dans la transition. L'avantage, c'est que tout est centralisé dans le modèle et qu'il n'y a aucun lien direct avec l'ORM, donc il n'y a pas le save, c'est vraiment du Python qui est exécuté à ce moment-là. Waouh! Non, vous n'êtes pas dans cet état-là? Bon, après, c'est pas magique non plus, hein. Il y a pas mal de pièges. Au début, on part en fait toujours du principe que c'est linéaire, qu'on va passer de l'état draft à l'état published et que tout va bien se passer. Donc, on a tendance à se dire, ouais, un char field, ça suffit, je mets des choices et puis tout ira bien. Spoiler alert, c'est jamais le cas. Donc, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez commencer quand même par le char field parce qu'on a toujours tendance à faire ça et que c'est très facile de le convertir ensuite en champ FSM. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pas trop tard. Donc, il y a ce côté pattern applicatif qui est bien à prendre en compte. C'est on implémente du code métier et ensuite, on le sauvegarde. Donc, il n'y a pas de lien avec l'ORM, même si c'est défini dans le modèle. Donc, n'oubliez pas le save. Il y a un autre truc que certains d'entre vous ont sûrement vu dans le code d'avant. C'est que ici, vous voyez que j'envoie la notification et je mets à jour le flux RSS alors que j'ai pas encore sauvegardé mon article dans la base de données. Donc du coup, en fonction de comment est codée la fonction update, elle risque de pas prendre l'article que je suis en train de transitionner parce qu'il n'est pas encore publié dans la base de données. Donc pas si waouh que ça finalement. Donc, en fait, dans Django, vous avez un signal qui s'appelle transaction on commit
qu'on va voir un peu dans l'exemple avancé. Donc, si jamais vous avez du code en side effect qui utilise votre objet sauvegardé dans son nouvel état, il ne faut pas oublier de l'utiliser pour que le code de ce side effect soit exécuté après. Et ça marche aussi quand on utilise Celery ou d'autres logiciels de queue. Il ne faut pas le rajouter dans la queue avant de l'avoir sauvegardé, sinon, si votre worker est très rapide, il ne verra pas votre nouvel objet. Faites attention aussi, avec ces transitions, on peut se retrouver en production dans un état où on se dit « Ah bah je retournerai bien en arrière, mais en fait, je n'ai pas de moyen de modifier mon champ. » Alors, il y a un petit hack qui est d'utiliser votre manager de la base de données en faisant un point update directement. Comme ça modifie dans la base de données sans utiliser save. Mais sinon, ça peut être intéressant d'implémenter, on le verra après, une transition force state qui permet de remettre l'objet dans un état, parce que la production, ça se passe jamais comme prévu. Et un autre piège, c'est les state machines imbriquées. Donc, j'avais noté des exemples pour pas les oublier. Par exemple, vous faites votre article et en fait, vous avez des photos dans cet article. Et finalement, vous vous rendez compte que ces photos, avant de les publier, il faut avoir les droits d'auteur, il faut valider des choses, signer des documents. Donc, vous transformez votre photo, elle aussi, en une machine à état pour suivre son avancée. Et en fait, vous vous retrouvez à publier l'article alors que la photo n'était pas encore publiable. Ce genre de choses. Donc, quand vous arrivez dans ce genre de niveau de state machine, n'hésitez pas à remonter ça au niveau supérieur et puis de dire en fait mon article il peut pas être publié tant que toutes les photos à l'intérieur ne sont pas validées ou ce genre de choses. Donc l'exemple avancé, alors là on a sorti tout ce qui est disponible dans la lib, ne vous inquiétez pas. Je ne peux pas zoomer mais j'espère que vous pouvez lire. Donc on retrouve notre champ state de tout à l'heure. Donc quand on crée l'article, il est en draft. Et en fait, on se rend compte que on peut arriver dans l'état target depuis différents states. Donc là, qu'il soit en draft ou unpublished, j'ai le droit de le republier. Et après, je me dis qu'en fait, des fois, je veux le publier et des fois, je veux le mettre en avant. Et ça, en fait, je veux le définir dans ma transition en fonction de qui est l'auteur de l'article. Donc là, on peut utiliser le keyword return value qui nous permet en fait d'avoir comme target le code de retour de la transition. Donc n'en abusez pas trop, parce que ça complexifie quand même un peu la machine à état. Là, pour ce cas très précis, on aurait pu faire deux transitions en fait. Ça aurait été peut-être un peu plus facile. Vous avez des conditions, donc vous pouvez vérifier par exemple que on n'a pas oublié de mettre un certain nombre de tags sur l'article avant de le publier, que je ne sais pas qu'il est dans la bonne langue ou qu'il a un slug unique. Les permissions, c'est un peu la même chose que les conditions, sauf que ça prend en paramètre l'utilisateur qui fait l'action. Donc vous pouvez dire, en fait, non, telle personne, elle n'a pas le droit de publier, donc on n'autorise pas la transition. Et puis le champ custom, c'est un dictionnaire avec des propriétés supplémentaires sur la transition. Donc ça peut servir dans l'admin notamment pour avoir un bouton publish article dans l'admin. Et on retrouve notre transaction on commit. Donc là, j'utilise partial de functools qui permet de créer une fonction à partir d'une autre fonction et d'un certain nombre de paramètres. Donc là, en fait, ça me dit, tu me crées une fonction send email publish notification avec comme paramètre self-author email. Et puis, tu m'exécuteras cette nouvelle fonction sur le commit de la transaction. Sachant que si vous voulez que ça marche bien, il faut activer les transactions pratiquement sur toutes les vues Django. Donc, il y a un settings Django pour faire ça. Sinon, en fait, quand on n'est pas dans le cadre d'une transaction, ça exécute la fonction tout de suite, donc ça marche pas. Mais par défaut, le settings est activé. La même chose pour notre RSS feed update. Donc là, en fait, comme il n'y avait pas de paramètres, j'ai pas besoin d'utiliser partial parce qu'en fait, RSS feed update, c'est déjà une fonction. Donc, je peux la passer à onCommit directement.
Et ensuite, je définis, est-ce que je veux mettre en avant ou pas mon article. Alors, c'est super, j'avais zoomé pour vous expliquer tout ça. Donc, non, mais c'est pas grave, il vaut mieux le dire 2 fois parce que c'est quand même assez complexe. Donc, la source, ça va être une liste d'états à partir desquels vous pouvez exécuter la transition. Le target, ça va être la destination de la transition, donc l'état dans lequel va se trouver l'objet après l'exécution de la transition, sachant qu'il ne sera pas sauvegardé en base de données, vous aviez suivi. Les conditions, donc c'est une validation sur l'objet de, voilà, on vérifie qu'on a le droit de faire la transition. Les permissions, la même chose avec l'utilisateur. Et custom, les propriétés. Et donc, pour target, on a 2 keywords. Return value, qui va laisser la transition retourner l'état de destination. Et get state, alors ça, si vous l'utilisez un jour en production, vous me le direz, parce que je trouve ça un peu compliqué, mais bon. En gros, c'est la même chose que return value, sauf qu'en fait, c'est une fonction qui va prendre les mêmes paramètres que la transition et qui va décider le state en fonction des paramètres de la transition. Donc là, nous, on n'a pas de paramètres à notre transition. Donc, c'est pas très pratique. Mais si publish avait en plus de self, je sais pas, moderate, par exemple, eh ben, on pourrait lui passer un paramètre, un booléen, et décider que le get state, ou alors ça pourrait être directement highlighted, plutôt que de faire if author is first class, on pourrait mettre publish highlighted égale false par défaut ou égale true, et là get state serait retourné directement publish to highlighted sans avoir à le faire ici. Je ne sais pas si c'était très clair, mais il y a la doc, mais la doc n'est pas beaucoup plus claire. Sur le get state, sur le reste, c'est plutôt pas mal. Il y a deux autres choses intéressantes à savoir, c'est que si on veut autoriser la transition depuis tous les autres états que celui de la target, donc par exemple, dans ce cas-là, donc vous avez un nouvel objet, c'est pas grave, c'est issu de notre code. En fait, on a le droit d'approuver une requête, quel que soit son state de départ. Si quelqu'un nous dit c'est approuvé, on ne se pose pas trop de questions. Par contre, si elle a déjà été approuvée, on ne peut pas, ça va refuser. En fait, le plus, ça exclut le state de destination. Donc, on ne peut pas réexécuter plusieurs fois le approved. Voilà. Et le étoile, c'est la même chose, sauf que ça autorise aussi la target. Donc, par exemple, for state, ouais, on pourrait utiliser ça. Il y en a quelques-uns d'autres où ça peut être intéressant de pouvoir faire ça. Et donc, vous avez vu le super graph viz de tout à l'heure. Donc, en fait, il y a une petite commande Django qui permet de générer un PNG à partir du modèle avec tous les états et toutes les transitions possibles. Ce qui permet de voir des choses. Nous, par exemple, pas plus tard qu'aujourd'hui, on a vu qu'on pouvait passer de new à approved sur un objet alors qu'il y a une vingtaine d'étapes entre les deux. Donc, grâce à ça, on a pu se dire « Ah, c'est bizarre ». C'était pas, on l'avait pas utilisé, mais c'était un bug potentiel qu'on a pu voir grâce à ça. Et ça permet aussi au product manager de vérifier que ce qu'il a demandé est bien ce qui a été codé, ce qui est rarement le cas. Donc, voilà, donc si on regarde un peu plus en interne de Django FSM, on se retrouve avec le vérification de la source. Donc, est-ce que mon état actuel de mon objet est bien dans les sources acceptées? On vérifie les conditions, on vérifie les permissions. Donc ça, on est allé les voir dans le code parce qu'on ne savait pas si c'était d'abord les permissions ou après les conditions. Donc apparemment, on vérifie d'abord les conditions avant de vérifier les permissions. Ensuite, on exécute la transition, on effectue le changement d'état. Le code intérieur de la fonction. Voilà. Du coup, ouais.
La quatrième étape, c'est vraiment l'exécution de l'intérieur de la fonction. Donc, c'est là où, par exemple, vous pouvez faire des vérifications un peu plus avancées, aller avec l'ORM, faire des queries un peu plus coûteuses parce que c'est le moment où on veut vraiment lancer la fonction. Un des pièges, c'est de mettre des fonctions un peu trop avancées dans les conditions ou dans les permissions, en sachant qu'il y a des fonctions disponibles qui permettent de lister les transitions disponibles et ça va exécuter la vérification des conditions et des permissions. Donc, si vous ne voulez pas vous retrouver avec des problèmes de query sur votre application, n'hésitez pas à déporter les traitements coûteux à l'intérieur de la fonction et de réaliser un transition not allowed ou ce genre d'erreur pour stopper net. Et le changement d'état se fait qu'après que le code à l'intérieur de la fonction ait été entièrement exécuté. Donc, si vous avez suivi à ce moment-là, il faut save, sinon rien ne sera persisté dans la base de données. Et c'est là où on va exécuter ce que vous avez branché avec le onCommit sur la transaction. Donc, typiquement, l'envoi d'email, on va éviter d'envoyer des emails aux clients si on n'a pas tout sauvegardé en base comme il faut. Donc ça, c'est un des petits pièges où on peut se faire avoir, vraiment le onCommit pour déporter, être sûr d'avoir sauvegardé et le changement d'état qui se fait vraiment après. Et du coup, il y a une fonction très pratique qu'on peut importer d'un peu partout dans l'application qui s'appelle CanProceed. Et avant d'exécuter une transition, on peut faire un check. Est-ce qu'il y en a vraiment besoin? Est-ce que j'ai vraiment le droit à ce moment-là de faire ça? Donc, ça permet de faire du conditionnel, dire si tu n'es pas déjà dans cet état, exécute la transition. Et du coup, c'est très intéressant parce qu'on évite de dupliquer des if complexes à différents endroits du code. Si on a bien défini ces conditions, ces permissions, on fait juste un if can proceed du nom de la transition et on peut... voilà, c'est très lisible pour tout le monde et on a centralisé la condition à un endroit qui est clairement identifié, bien maintenable, etc. Ouais. Alors après, au niveau des tests aussi, ça a une plus-value. Si vous vous rappelez le code au tout début, on se retrouve, alors j'en ai montré trois petits exemples, mais potentiellement vous avez le même exemple, dupliqué, et vous allez avoir tendance à tester, vérifier que les side effects ont bien été appelés dans les différents tests de vos vues. Là où, avec la state machine, vu que c'est bien découplé, on peut tout tester séparément. C'est-à-dire que d'un côté, on va tester que la vue appelle juste ma transition correctement, avec les bons paramètres. Et de l'autre côté, on va vérifier que la transition en elle-même exécute bien les side effects comme il faut et honore les conditions. Donc ça permet également, vous pouvez lister toutes les transitions disponibles au niveau d'un modèle en fonction de son état. Donc ça sépare vraiment, vraiment bien les choses. Du coup, on peut faire évoluer les side effects de manière assez sereine et on peut également faire évoluer les vues de manière assez sereine. Nous, on maintient une state machine de taille moyenne, on va dire, et on a opéré dernièrement beaucoup de changements uniquement au niveau de la state machine sans impacter les vues, sauf là où on avait besoin de lancer des nouvelles transitions, mais ça se fait assez sereinement. Alors en fait, on vous parle de Django FSM, mais c'est un projet qui est mort. Non, j'exagère un peu, mais en fait, nous, on a fait pas mal de pull requests et puis elles n'étaient pas mergées, et puis on se demandait pourquoi. Et en fait, on s'est rendu compte que le mainteneur, il avait créé un autre projet qui s'appelle ViewFlow, qui implémente beaucoup de choses différentes autour des workflows. Et pas que Django FSM. Et Django FSM, il l'implémente, mais sans le lier à des modèles. Donc, ça s'éloigne un peu de ce qu'on aime dans Django FSM. Et en fait, après beaucoup de tergiversations, de négociations avec le mainteneur, on a décidé de le forker aujourd'hui. Donc, on va continuer à le maintenir. On l'a appelé Django FSM 2 pour toutes les raisons qu'on vous a présentées, parce que ça nous semble bien et puis qu'en plus, tout on l'utilise. Donc, ça valait le coup pour nous que ça continue à être maintenu. Et notamment par maintenu, c'est pas tant les bugs plus que la mise à jour des bibliothèques liées. Donc, on peut vous laisser regarder ViewFlow, mais
Vous verrez, mais à mon avis, Django FSM, c'est pas mal. Surtout que ViewFlow, il y a du TypeScript, enfin, il y a beaucoup de choses qui viennent pour enrichir l'admin, etc. Voilà, sans vouloir faire de troll. Et je voudrais faire aussi un shootout parce que Django FSM, c'est pas la seule librairie Django de l'écosystème pour gérer les workflows. Et pendant très longtemps, on utilisait plutôt Django X Workflows, ce qui est pas mal aussi, qui a été créé par des Français. D'ailleurs, il y a un des mainteneurs ici, et par Autolib initialement. Et c'est bien aussi, mais on trouve que Django FSM, c'est encore un tout petit peu mieux intégré au modèle. Dans Django X Workflows, on définit en fait des propriétés du modèle qui listent exhaustivement les transitions acceptées. Alors que là, avec un décorateur, on a vraiment directement au bon endroit, à l'endroit de la transition, la liste de toutes les conditions et des différents états. Donc en conclusion, nous, on trouve que les state machines, c'est vraiment un bon outil pour gérer ce genre de choses. Ça permet une approche structurée, efficace. Ça permet de gérer la complexité, notamment des changements. Ça permet de s'y retrouver aussi quand on est une équipe de développeurs, parce que potentiellement, un développeur peut arriver à savoir tout ce qui se passe, mais dès qu'on commence à être une dizaine et qu'il y en a un qui modifie un truc, bah, tout ce qu'on pensait connaître s'effondre, etc. Donc là, au moins, tout est au même endroit. On a le graphique qui permet de voir s'il n'y a pas des incohérences, notamment lors de la revue de code. Voilà. Et ensuite, c'est quand même plus facile à maintenir dans le temps, je dirais ça. Donc, Silver Approved. Bon, la voix de Pascal a tenu jusqu'au bout, donc. Il y a des questions. Merci pour cette présentation. Moi, ma question va se porter sur les permissions. Parce que du coup, la permission qui était Isotor, le user, il le sort d'où? Alors, c'est une bonne question. De base, tu as plusieurs options. Tu peux définir soit une lambda qui va prendre l'objet en paramètre et le user, si tu as un middleware qui l'injecte à disposition. Ça peut être une fonction directement au niveau du modèle, donc où tu pourras faire du self.author is famous. Donc il y a plusieurs options. Tu peux aller voir dans la doc. Cette partie, elle est assez simple, assez claire. Voilà, typiquement, c'est une lambda qui prend l'objet, le user en paramètre. Ok, merci. Merci pour la présentation. On a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Moi, j'utilise Django X Workflow et il y a un truc qu'on aime bien utiliser en fait avec X Workflow, Django X Workflow, c'est la possibilité de loguer toutes les transitions directement en DB. Est-ce que c'est possible de le faire avec Django FSM? Ouais, de base, tu as des signaux inclus. Il y a une lib séparée, donc il y a des petits side projects où tu as Django FSM log, tu as Django FSM admin, et le FSM log, il vient se brancher sur ces signaux et il recorde tout dans une monobase. Ok, merci. Et nous, on utilise Django History aussi qui se base sur des triggers PG pour rajouter l'étape de log. Et ça marche aussi, vu que c'est un champ du modèle, ça peut s'inclure aussi. Oui, sur X Workflow, de mémoire, il y a des post-conditions et des pré-conditions, enfin des pré-hooks. Il y a la même chose dessus? Ouais, avec les signaux. Il y a un des deux signaux, c'est pré-transition, donc où tu peux faire des traitements supplémentaires. Sinon, je pense que ça va être plutôt dans les conditions. Je sais pas quel genre de traitement tu pensais. C'était une question dedans. Mais sur le signal, on va voir quel état, enfin quel bout de code exact va être appelé. Je crois que tu as accès à la fonction décorée dans le signal. D'accord. Sinon, voilà. En fait, dans le code de la fonction, c'est le truc un peu surprenant au début.
il n'est pas trop tard. En fait, là, le nouveau state n'a pas encore été appliqué. Au niveau du graphe qui est généré, est-ce que c'est possible d'avoir autre chose que le nom de la transition et le nom de l'état ou par Alors, exemple de base, rajouter du texte, des choses comme ça? de base, ça utilise GraphViz. Donc, il y a un format .dot intermédiaire. Donc, le projet en l'état, il va jusqu'à la génération de ce PNG. Après, sinon, il faut bricoler un peu, je pense, pour rajouter ce que tu veux. Pour aller prendre, par exemple, des attributs custom qu'on a vus. Ça doit être possible. Du coup, concernant la fonction canProceed, est-ce que ça peut pas être remplacé par un try-catch? Et si oui, dans quel cas il vaut mieux utiliser canProceed? Alors, je pense que ça va être équivalent à un try-catch. C'est un peu plus élégant, peut-être. T'as une réponse? Bah, j'aurais dit pareil, mais l'avantage du if, c'est qu'il est très très lisible. Après, le try-catch avec un pass, je pense que ça fait exactement pareil. Ouais, peut-être sémantiquement dire ah ça c'est une erreur en attrape, alors que canProceed c'est on sait qu'il y a des moyens Potentiellement, que ce soit pas le cas. Mhm. Bonjour. Est-ce qu'il y a des vérifications sur l'intégrité du graphe, sur des états rentrants et des états sortants, ou c'est juste, on ne peut pas définir où ça rentre et où ça sort? Globalement, dans la state machine, est-ce qu'on peut il n'y a pas de propriété pour dire on rentre par là, on peut sortir par là, état rentrant, état final? Non, ça va être plutôt de chaque état, savoir où on peut aller à l'état d'après, mais pas du début à la fin. En interdisant au fur et à mesure des états, c'est ça? Non, si on imagine qu'il n'y a qu'un seul point d'entrée, en fait, il est que déclaratif parce que, comment dire, on commence par un état initial, c'est ça? Ah oui. Ouais, comment on déclare le point d'entrée? Il y a déjà des gens qui ont demandé en fait que cette lib gère l'état par défaut en fait. Et je pense que c'est hors de sa responsabilité. Ça reste quand même du Python. On est tous des adultes consentants, donc ça va pas être la responsabilité de. C'est vraiment focus sur passer d'un état à un autre. Pour l'état initial, tu as le default. Et de la même manière, tu peux très bien avec une transition, comment dire, contourner des protections que tu veux. Donc de la même façon, c'est facile de contourner l'état initial ou. Et pour détecter un state où on passe jamais, c'est pas la lib qui va fournir ça. C'est juste à lire le graphe qu'on va voir s'il n'y a pas de trait qui arrive sur un état. Ouais. Okay. Moi, j'aime bien le graphe. Après, nous, le graphe, on l'a écrit dans un test unitaire avec une liste de tuples de toutes les transitions acceptées. Et dès qu'on en rajoute une, il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe quand cette transition s'opère? Merci. Petite question, est-ce que la lib est typée? Pas encore, mais ça fait partie des objectifs de Django FSM2. Nous, on est très friands des dernières avancées, justement, avec Ruf et tout ça. Et... En fait, j'ai déjà commencé une PR ouverte pour ajouter le typing. Après, il y a des parties un petit peu plus complexes à typer parce que ça utilise, pour ceux qui connaissent, la fonction contribute to class, qui n'est pas documentée, mais qui permet d'injecter, c'est celle-là vraiment qui permet d'injecter au niveau du modèle les fonctions, des fonctions supplémentaires, les get variable transition, qui sont directement disponibles sur une instance. Ok, merci. Si tu veux m'aider. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si on veut exécuter des tâches asynchrones dans une transaction, dans une transition, pardon, tu es obligé de maintenir ta requête ouverte avec le client? Une tâche Celery, par exemple? Par exemple, ouais. Bah, en fait, tu vas la brancher on commit, donc pour être sûr de la lancer qu'une fois que ta transition a été sauvegardée et tout ça. Et après, ça va être comme une tâche Celery classique, quoi. Donc ça va partir dans Redis, elle va être prise par un worker. Okay. La connexion. Mais si justement cette tâche fait partie de la transaction, tu as besoin de récupérer le résultat de cette tâche justement pour faire ton save et pour lancer tes on transactions après.
Ah. Est-ce que tu fais un await et donc du coup tu maintiens la requête HTTP, ou est-ce que tu as un moyen de quitter, de renvoyer au client et de déléguer le travail ensuite? Je dirais qu'il n'y a pas de magie là. C'est comme tu ferais classiquement, quoi. C'est vraiment un outil pour gérer. C'est un transition manager, un state manager. Donc il te fournit. C'est quasiment que du sucre syntaxique pour vraiment lister et recenser en fait les changements d'état. Après, ta transaction, c'est une fonction Python classique, synchrone. Ok. Ouais, mais tu dois pouvoir t'en sortir avec le async to sync qu'on a vu tout à l'heure aussi pour attendre le résultat. Mais ça maintient la requête. Ouais, du coup, oui. Bah, si tu attends le résultat, tu es obligé d'attendre pour finir, donc ça maintient. Et si tu n'as pas besoin d'attendre le résultat pour changer l'état, ben, tu peux l'offloader dans une task queue. Merci. Ouais, peut-être la réponse, c'est de le faire avec 2 états, en fait. J'ai déjà vu ce genre de pattern où on va dire j'ai contacté ça, la demande est en cours, elle est pending, et tu vas lancer ta tâche céleri, et ta tâche céleri, au retour, là, elle va exécuter un autre traitement. Il va changer à nouveau l'état. Pardon. Tu seras la dernière question. Merci. J'avais une petite question sur l'évolution des transitions. Quand vous présentez sur la présentation que vous avez faite, c'est sur le métier et donc en fait finalement sur les processus métiers. Et un processus, ça change potentiellement. Donc si en fait on a des objets qui sont dans un état et que le processus implique un changement de transition, comment est-ce que c'est géré ça? Ok, je vois ce que tu veux dire. Je vais aller chercher le slide qui m'intéresse, qui est au tout début. Non, pas autant. Ici. Donc ta question, en fait, c'est que le métier demande qu'il y ait une double confirmation, confirmée par le locataire, confirmée par le propriétaire, typiquement. Donc en fait, tu vas rajouter ton état ici. Dans tous les cas, tu vas devoir demander à la personne du métier qu'est-ce que je fais de celles qui sont déjà confirmées. Donc après, tu vas choisir. C'est dans la migration où tu vas rajouter ton nouvel état, tu vas également devoir gérer la migration des états existants qui sont impliqués. Ouais, c'est ça, c'est les migrations de Django qui vont gérer ça. Ouais, enfin, moi je fais ça comme ça. C'est-à-dire que là, je vais rajouter mon nouvel état, confirmé propriétaire, et je vais prendre toutes celles-là et je sais pas moi, en fonction de critères, je vais soit dire ben, ça correspond à ce que maintenant est confirmé par le propriétaire. Et voilà. Et les nouvelles vont prendre le nouveau flow avec les 4 états. Pas de magie. Voilà. Ouais, attendu. Merci. Bah, merci à tous de nous avoir écoutés. Et vous aurez remarqué que Pascal a retrouvé sa voix. Donc, ouais. Merci pour le strep. C'était la dernière présentation, donc je vais vous laisser manger ce qui reste et échanger entre vous. Merci.